En 70, les années Ouais, c'est 70. ça, 1970 ou 71. Les années 70. Hein? Ouais. C'est les années 70. Et il y en a qui sont là, vivants. Mm. Et donc, qui peuvent vous parler parce que tous les étudiants se connaissaient. C'est-à-dire, par exemple, tous les gens qui ont fait la Belgique, je les connais. Et puis, on était un groupe d'artistes, pas seulement au niveau des arts plastiques, mais de la musique, de la danse, de la mise en scène, ainsi de suite. Et pour moi, c'est ça l'histoire de l'art. C'est-à-dire, dire les choses, comment ça s'est passé. Comme par exemple en matière d'art plastique, les premiers c'était Saliou Diouf et Khalidou Sy. Après, il y a moi et Badara Camara. Et il y a Moumoudou Dia du village des arts. Hein? Et donc les autres, ils ont fait les beaux-arts en France de Nancy et de Nice. Hein? Et les Momodouad, Boub, Takodjong et tout ça, ils ont fait la Russie. Elas Ndiaye, avec l'audiovisuel, il a fait la Suisse, ainsi de suite. Donc, et il y en a qui sont restés. Par exemple, je donne le cas de Narsen. Je ne sais pas si vous connaissez Non, Narsen. je ne l'ai pas connu. C'est un acteur de cinéma. Il était en Belgique, il n'est jamais rentré. Massamba Mboup, il n'est jamais rentré. Et donc, il y en a d'autres qui sont restés, mais il y a d'autres qui sont rentrés. Et une fois rentrés, ils étaient tous professeurs à l'école des beaux-arts. C'est pourquoi il y avait cette forme de dynamique, hein, de vie au niveau de l'école des beaux-arts, parce que toutes les écoles se confrontaient. Et le bénéficiaire, c'était les étudiants. C'est pourquoi il y a la génération des souliers et tout ça. Donc c'est eux qui ont bénéficié de ce truc-là. Il ne faut pas oublier, en matière d'art plastique, concernant ces périodes-là, l'information était presque inexistante. Il n'y avait pas de bibliothèque qui pouvait te montrer ceci, cela. Ainsi. Pour trouver des images, c'est tout un problème. Tu ne sais même pas ce qui se passe sur le plan artistique à travers le monde. Et donc, c'était une forme d'ouverture. C'est pourquoi, moi, quand je suis arrivé à Bruxelles, j'avais choisi l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, donc qui est une académie classique où le modèle vivant, tout est sur modèle vivant. Et donc... et c'était la première fois que vous étiez exposé à ce genre voilà, d'apprentissage. Et puis, en choisissant aussi les techniques d'expression picturale, moi, je suis spécialisé un peu sur la technique primitive flamande. Donc, les glacis, les tempéras à l'œuf, ainsi de suite. Et tout ça, c'est très, très, très utile. Parce qu'il faut être outillé quand même. Il faut être outillé. C'est ce que je disais un tout petit peu, et on en discutait beaucoup avec nos professeurs. Ce qui est important, c'est pas... je suis sénégalais, je suis né au Sénégal, grandi au Sénégal, et donc, je ne suis pas venu pour apprendre à penser, mais plutôt pour m'outiller. Et maintenant, faire la relation entre l'outil, faire la relation entre l'outil et ce que je pense. Ouais. Et donc, j'étais obligé de suivre ce côté classique. Donc, avec les modèles nus, ainsi de suite, tout ça, pendant 4 ans. Et c'est à la 4e année qu'on te donne la possibilité de pouvoir faire des compositions. Mais compositions toujours d'après le modèle vivant qui est là-bas. Et donc, moi, j'ai beaucoup appris par rapport à ça. Et c'est ce qui m'a permis, aujourd'hui, par exemple, je donne l'exemple du Fudun que j'utilise. Si je n'avais pas ces connaissances, je ne pourrais jamais utiliser justement ces matières à bon escient, tu vois. Et donc, il faut une connaissance. Et c'est ça qui manque actuellement dans l'art sénégalais. Parce qu'il n'y a pas eu de suivi. Comme par exemple, Senghor est parti, le musée dynamique était fermé.
Senghor est parti, il n'y avait même pas d'espace d'exposition. Toutes les expositions étaient organisées par les ambassades, ambassade de France, ambassade d'Allemagne, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc il y a eu des moments de rupture, de vide. Surtout, ça a commencé dans les années 80. Et ça a été un peu, ce vide a été relancé justement par les El Hadj et tout ça, parce que El Hadj, il est venu dans les années 80. Et donc il est venu après nous. Et donc, les années 80, et ça a créé quand même, peut-être c'est positif, peut-être c'est négatif. Ça a créé une forme d'indépendance aussi de l'artiste par rapport à l'État, surtout les plasticiens. Et d'ailleurs, c'est cette indépendance qu'on vit jusqu'à présent. Les plasticiens sont un peu différents des danseurs qui dépendent toujours de ce système-là. Mais nous, c'est à cause de ça qu'on a la possibilité de nous prendre en charge, de nous mettre au devant de la scène sur le plan international et tout ça, sans l'aide de l'État. Et peut-être c'est positif dans ce sens-là. Pour ne pas le nommer, c'est parce que ma mère, qui à l'époque était journaliste culturelle pour Le Soleil, a tellement écrit sur cette scène. Et donc, dans cet effort de transmission, sans le savoir, elle m'a laissé beaucoup d'informations qui étaient publiques par ailleurs, qui n'étaient pas juste dans la relation mère-fille. Et du coup, ma question c'est comment vous, en tant qu'artiste, vous êtes dans cette transmission. Comment, à travers ce que vous produisez artistiquement, à travers les récits, l'expérience, les voyages, tout ce dont on parle en fait depuis tout à l'heure, comment vous transmettez? Moi, la première transmission, c'était l'école. Oui. J'ai enseigné pendant 30 ans à l'école des Beaux-Arts. 30 ans à l'école des Beaux-Arts. Et j'en profite pour remercier l'ensemble de mes anciens étudiants parce qu'ils ont beaucoup de respect, parce qu'ils me le disent, hein, et que je ne les ai pas menti. Parce qu'à l'école, j'étais très dur par rapport à l'enseignement de l'art, parce que les étudiants, quand ils arrivaient, ils pensaient que l'école des arts, c'est la récréation, et ainsi de suite. Et donc, moi, c'est le contraire que je disais. Par exemple, tous les étudiants, première, deuxième année, tu vois, l'ennemi numéro 1 à battre, c'était M. Ndoye. Mais après, justement, eux, c'est tout le truc, parce que je continue à leur parler. Je continue à leur dire la vérité. Et une fois qu'ils sont dans la scène et tout ça, et au fur et à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience, ils se rendent compte, ils me répètent des choses que je leur disais, tu vois. Et ça, c'est une très bonne chose, c'est une bonne transmission. En dehors de ça aussi, bon, peut-être il y a un autre aspect que vous ne connaissez pas. J'étais le premier qu'on avait nommé comme directeur quand l'école de l'Institut de couture et mode était passée à la culture. J'étais le premier à pouvoir diriger ça, à créer l'enseignement du stylisme au Sénégal. Donc, et même par rapport à la conservation, si je reviens comme par exemple à la conservation technique, parce que c'est important. Par exemple, si je dis ça date de 1976, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas. Mais c'est parce que tout simplement, il faut savoir utiliser les outils. Mais si tu fais une œuvre qui, 5 ans après, va craqueler, va tomber, et pourtant c'est de la peinture à l'huile, hein. C'était la période de la peinture à l'huile. Mais c'est fou parce que encore il y a quelques jours, on disait ça, c'est-à-dire que les artistes de votre génération, de la génération de mon père, la génération d'avant vous, puisque en fait, si je reprends mon père, je l'identifie comme la 3e génération, mais on peut le mettre là-dedans, ouais. Les œuvres n'ont pas bougé. On parlait de ça avec Jennifer Houdrouge, la galeriste du Célébouillon. Et on se disait à quel point c'est fou parce que les œuvres traversent le temps
quel que soit, avec tout ce qu'on connaît au Sénégal, de chaleur, d'humidité, elle ne bouge pas. Mais j'ai des Mais toiles, les de 76. J'ai des peintures de 1976 qui sont là. Des années 80 qui sont là. Et pourtant, c'est dans le magasin là-bas, tout chaud et ainsi de suite, mais ça ne bouge pas. Alors ça m'intéresse ça parce que vous savez, dans ces questions sur moi, dans les musées que j'ai rencontrés, quand je leur ai dit mais pourquoi vous rapatriez pas ce patrimoine-là au Sénégal, pourquoi il n'est pas remis en circulation, pourquoi ça ne revient pas, souvent la première réponse bête et méchante c'est ah oui mais vous n'êtes pas capable de préserver, vous n'êtes pas capable de protéger ce travail-là. Et c'est d'ailleurs un des faux arguments d'ailleurs sur les questions de restitution. Mais c'est vrai.